Alors, je crois que nous sommes en direct. Nous avons pas mal de participants déjà connectés. Bon, bonjour à tous et bienvenue à ce premier webinaire 2023 chez WeSeed. Donc, on va laisser le temps aux gens de se connecter encore quelques instants. Donc, s'il y en a quelques personnes qui ont commencé à découvrir l'utilisation de cet outil, vous pouvez interagir avec nous. En bas à droite, vous avez un petit onglet chat si vous voulez poser des questions ou nous dire bonjour, nous indiquer que vous êtes là. Voilà. Bonjour. On a des premiers signes de vie. Super. Donc, vous avez aussi la possibilité, via des emojis, de nous indiquer durant le discours, durant chaque discours, voilà, si vous avez un petit pouce, si ça vous intéresse, ou voilà, des petits emojis pour indiquer vos réactions. Donc, on va démarrer tranquillement. Bonjour à tous, super, on a plein de réactions. Donc, je me présente, je suis Elodie, je suis directrice marketing chez WeSeed. Et on est ravis de vous accueillir pour ce premier webinaire sur les tendances du crowdfunding en 2023. Donc, il va être l'idée par Mathilde Clanzan. Bonjour à tous. Et Louis Ravreau. Donc, je vais vous laisser vous présenter chacun. Allez, on y va. Bonjour, merci Elodie. Donc, en effet, bonjour à tous. Bienvenue en ce premier séminaire de 2023. Donc, moi, je suis Mathilde Clanzan, directrice générale de WeSeed. Voilà, donc on va faire un petit peu le tour. Surtout, vous n'hésitez pas à nous poser des questions pendant ou après. On sera ravis en fait d'y répondre. Je crois que l'équipe marketing vous a d'abord préparé quelques questions pour un peu comprendre qui vous êtes. Donc, une fois que Jean-Marc et Louis se seront présentés, je vous reprendrai la parole et on vous posera quelques questions. Voilà. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Je vois qu'il y a de plus en plus de participants qui s'inscrivent, c'est super. Donc moi je suis Louis Ravreau, je suis le directeur commercial de WeSeed Immobilier. Donc je vous commenterai le bilan du crowdfunding pour l'année qu'on vient de terminer et les tendances et perspectives pour cette année qui se présente. Bonjour tout le monde, donc de mon côté Jean-Marc Clerc, je suis le directeur général de WeSeed Transition. Et j'interviendrai sur un point dans les domaines de la santé et de la transition écologique. Ok, merci à tous. Donc, avant de démarrer, on a envie de faire votre connaissance, de savoir un peu qui vous êtes derrière cet écran. Donc, on a préparé quelques petits sondages qui vont s'afficher sur votre écran et auxquels vous êtes invités à répondre. Voilà, donc déjà le premier sondage. Alors, est-ce qu'il s'affiche bien pour tout le monde? Il est dans l'onglet sondage. Oui. Donc, vous êtes plutôt un investisseur particulier, un investisseur professionnel ou un porteur de projet? Ok, donc on est plutôt sur des profils d'investisseurs particuliers. Vous avez le choix de répondre à plusieurs réponses. Ok, très bien. Deuxième question, est-ce que vous avez déjà investi en crowdfunding? Celui-ci s'affiche sur l'écran, normalement. Oui, donc on a quand même quelques personnes qui n'ont pas encore investi. Ok. À nous de convaincre. Ouais. Intéressant, donc 71% d'entre vous avez déjà investi, 30%, 29% précisément, pas encore. Bon, on espère vous donner envie à la suite de ce webinaire. Parfait. Oups. Ensuite, prochaine question.
Du coup, ça concerne surtout essentiellement les personnes qui ont déjà investi en crowdfunding. Est-ce que vous avez déjà investi sur WeSeed? Ok. Donc, on a une majorité qui ont déjà investi. Ouais, majorité. Mais nous faire des remarques et on sera ravis si vous avez des questions de répondre avec grand plaisir. Et pas mal aussi de personnes qui n'ont pas encore investi, donc à nous de vous convaincre également. Alors, 4e question. Et enfin, c'est plutôt effectivement si vous avez déjà investi. Vous la voyez bien, hein. Dans quel type de secteur avez-vous déjà investi? Donc, est-ce qu'on est plus immobilier, transition énergétique, santé, biotech, les trois? D'accord. Ok, donc on a une majorité d'immobilier, mais on a quand même une belle diversification. Parfait. Ok, super. Ben, ça tombe bien, on va aborder tous les sujets, donc c'est parfait. Ok, et ben merci à tous pour pour tes réponses. Du coup, pour nous, c'est intéressant. Donc, pour conclure, on a quand même une grande majorité essentiellement d'investisseurs particuliers, une partie de personnes qui connaissent déjà WeSeed, mais une partie qui ne connaissent pas forcément le crowdfunding ni WeSeed. Donc, aussi, c'est à nous d'aiguiller notre discours pour satisfaire tous ces profils. Et en termes d'investissement, vous êtes vraiment avec une tendance au niveau immobilier, mais quand même des secteurs diversifiés. Donc, on a préparé quelques points dans l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment d'aborder le crowdfunding au sens large avec les tendances 2023. Donc, on me demande le nom. Moi, je suis Élodie, je suis directrice marketing chez WeSeed. Je réponds à une question qui apparaît sur le chat. Je présente ce webinaire, mais je vais laisser les experts intervenir. Donc, on va démarrer par Mathilde, notre directrice générale. Très bien, merci à tous. Donc, moi, je vais rester un petit peu sur la vision globale enfin, du crowdfunding. Moi, je suis aussi, donc au-delà du fait d'être directrice générale de WeSeed, je suis aussi vice-présidente en fait de FPF, qui est notre organisation syndicale en fait, hein, autour du financement participatif en France. Donc, ce que je voulais quand même dire, c'est bon, déjà rappeler que WeSeed, donc on est une plateforme de financement participatif, on est prestataire de services d'investissement, donc on est sous l'autorité, on est régulé par la Banque de France et par l'autorité des marchés financiers. On existe depuis 2008 et donc jusqu'à maintenant, on a levé jusqu'à plus de 400 millions d'euros en fait, hein, pour différents types de projets. Beaucoup dans l'immobilier, mais on a aussi à cœur en fait de vous offrir le maximum de diversification possible. C'est la raison pour laquelle on n'est pas ce qu'on appelle un pure player et on a beaucoup à cœur en fait de vous offrir une diversité d'investissements. L'idée étant de vous accompagner pour que vous puissiez vous constituer un portefeuille le plus diversifié possible en termes de risque, en termes de maturité, en termes de sous-jacents, en termes de projets. Voilà, donc on a une équipe de 40 personnes aujourd'hui. On est situé sur toute la France, c'est-à-dire nos locaux, notre siège social est à Toulouse, mais on a aussi des locaux à Paris. On est représenté dans quasiment toutes les régions en France. On accompagne tous les porteurs de projets et on a des équipes qui sont expertes et spécialisées que l'on fait intervenir donc dans les comités d'engagement. Et on a à cœur de vous sélectionner avec la plus grande rigueur possible, donc l'ensemble des projets et des porteurs de projets. Cela génère de nombreuses due diligence, par exemple, pour tout ce qui est start-up, et puis des audits financiers, des audits du projet très poussés qui nous donnent en fait confiance, dans lesquels on a confiance, et c'est la raison pour laquelle on vous les propose sur la plateforme. Voilà, vous avez aussi un service client individuel en fait qui va vous répondre. On a vous pouvez nous envoyer des mails, vous pouvez nous téléphoner. On a une équipe en fait de customer care qu'on appelle en fait qui est là à votre disposition
donc du lundi au vendredi, et qui, avec grand plaisir, en fait, vous expliquera ce qu'est le crowdfunding, comment investir, comment vous inscrire. Vous verrez que le parcours pour s'inscrire, en fait, le parcours d'inscription n'est pas toujours facile. Dites-vous que c'est pas par plaisir qu'on vous demande autant de pièces ou autant d'informations, qu'on vous fait remplir des questionnaires. C'est essentiellement parce que justement nous sommes régulés et c'est la CPR en fait et l'autorité des marchés financiers qui impose en France que l'on connaisse en fait nos clients, et dans la mesure où vous êtes digitaux, où on ne vous rencontre pas physiquement, en fait ça nous oblige à un certain nombre de normes et de processus en fait pour pouvoir vous inscrire. Voilà. Si je devais synthétiser quand même cette belle année 2022 et certainement ce qui nous attend, on comprend qu'en 2022, on a poursuivi une très belle croissance. Aujourd'hui, les premiers chiffres, alors ils ne sont pas encore officiels, mais on sait qu'on a une tendance globale à plus de 30%. Je sais que Louis et Jean-Marc vous expliqueront un petit peu les disparités justement par secteur. Mais enfin, le crowdfunding est de plus en plus connu aujourd'hui et on a non seulement de plus en plus de porteurs de projets qui nous sollicitent en fait, et aussi de plus en plus d'investisseurs. Sur le secteur global du crowdfunding, aujourd'hui, l'immobilier reste l'attraction principale, mais la transition, et on le sent bien avec une forte accélération depuis 2019-2020, sur laquelle Jean-Marc s'étendra un petit peu plus, on voit bien que la transition est au cœur aujourd'hui de l'acte d'épargne, et ça devient un vrai sujet de préoccupation pour tous. C'est comment est-ce que par mon épargne, en fait, aujourd'hui, je peux accompagner cette transition énergétique, et aussi les problématiques liées à toute la santé qui ont surtout émergé post-crise sanitaire. Enfin, il y a un enjeu de taille qui arrive donc sur 2023 qui concerne une harmonisation européenne. Ça fait des années que des plateformes donc de crowd émergent en fait dans toute l'Europe, et le régulateur qui est l'ESMA en fait a décidé de mettre en place un agrément spécifique en fait européen sur lequel nous sommes aujourd'hui tous en train d'obtenir. Et donc ça va uniformiser en fait les règles européennes, et donc ça va forcément impacter le paysage concurrentiel, notamment parce qu'on va pouvoir aller chercher plus d'investisseurs à l'étranger, mais aussi parce qu'on va pouvoir aller chercher aussi des projets un petit peu partout en Europe. Et puis on va voir certainement des plateformes européennes aussi arriver sur le territoire français. Sur ces sujets-là, on ne sera jamais assez prudent. Quel que soit, on sait que les investisseurs aujourd'hui sont multiplateformes, c'est juste une réalité, donc on va pas le nier. Et dans la mesure où on connaît en fait ces faits-là, moi je vous invite à toujours vérifier les agréments. C'est obligatoire sur toutes les plateformes, et vraiment c'est un gage de confiance, et donc surtout ne vous aventurez pas à investir dans des plateformes qui n'ont pas ces agréments. Voilà. Aujourd'hui, vous avez une forte différenciation dans les faits marquants entre les plateformes pour diversifier la typologie d'investisseurs. Donc là, encore une fois, moi, je vous interpelle et je vous invite à vraiment n'investir que si vous comprenez parfaitement les projets et la logique en fait de la plateforme, la logique de sélection rigoureuse en fait de la plateforme. Nous, c'est un choix. On continue d'asseoir donc le financement de l'économie, l'accompagnement des PME et des ETI. On essaie de vous offrir un choix le plus diversifié possible, de manière à ce que, comme je vous le disais, vous constituiez un portefeuille le plus large possible. Et puis, ce que l'on constate aussi, c'est qu'il y a un élément nouveau dans notre pays qui n'était pas arrivé depuis très longtemps, qui s'appelle l'inflation. Et en fait, on constate que le crowdfunding aujourd'hui est une option de placement qui devient de plus en plus intéressante. Vous le savez, notamment en immobilier, y compris maintenant de plus en plus en transition, on propose d'investir, de devenir obligataire en fait de société, et les TRI qui sont proposés sont aujourd'hui bien supérieurs en fait à ce que vous pouvez trouver sur le marché. Évidemment, il y a des risques derrière, donc je ne vous répéterai jamais assez d'être prudent. Et puis ensuite, investir dans des startups, c'est vivre une entreprise, une aventure entrepreneuriale, c'est devenir actionnaire d'une société. Chez WeSeed, à partir de 100 €, vous avez derrière donc des perspectives qui sont intéressantes en termes de rendement, et qui donc permettent peut-être de lisser justement ces effets d'inflation à long terme. Et par contre, il y a aussi des risques forcément. Plus l'objectif de rendement est élevé, et plus donc le risque sous-jacent est aussi élevé. Voilà. Si je fais juste un petit focus sur WeSeed cette année, qu'est-ce qui a marqué notre année? On a
on a commencé à travailler avec deux plateformes qui s'appellent Caption et Blast. Caption, donc, qui fait du marché secondaire en fait sur des BSPCE, qui vous propose donc de devenir actionnaire via des BSPCE en fait sur des sociétés qui sont essentiellement des licornes. Et ensuite vous avez ce qu'on appelle dans le giron économique en fait des licornes. Et puis Blast, qui a été un club d'investisseurs en fait qui est monté par Anthony Bourbon, que vous pouvez voir dans Qui veut être mon associé sur M6 chaque semaine en ce moment. Et qui avaient besoin en fait qu'on les accompagne sur comment sélectionner, comment faire des due diligence, comment structurer en fait les deals, comment les proposer en fait sur une plateforme, comment permettre à des investisseurs très nombreux en fait de souscrire. Et donc ça a été un partenariat essentiellement technologique, réglementaire et très opérationnel. Voilà. Mathilde, je t'interviens rapidement dans une petite question. Qu'est-ce qu'un BSPCE ? Alors, ce sont des bons qui sont émis par les entreprises à l'attention de leurs salariés en général. Ce sont des manières de fidéliser en fait les salariés, donc dans des startups qui sont en hypercroissance, qui ne peuvent pas toujours suivre au niveau financier sur les salaires, et donc ils proposent à leurs salariés de leur donner une part de capital. Et en fait, ces BSPCE, quand les salariés s'en vont, souvent en général ils les perdent, ou alors ils peuvent les céder. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui c'est un créneau très spécifique en fait justement de Caption qui vous propose de devenir de devenir détenteur en fait de BSPCE que vous pourrez activer lors des futures opérations en capital sur des sociétés qui sont donc ce qu'on appelle en hypercroissance. C'est pour ça que je les appelle des licornes. Voilà. Une question, mais je pense que tu vas en parler, de Stéphane Lenné, qu'on connaît bien, sur la part des CGP est-ce que la part des CGP dans les projets immobiliers est-elle grandissante ou pas ? Oui, donc c'est ce que j'allais y venir justement. On a constaté aussi en 2022, il y a un phénomène aujourd'hui assez fort sur le fait que les gestionnaires de patrimoine, qui conseillent en fait des investisseurs particuliers, nous contactent de plus en plus, et c'est souvent une demande qui émane de leurs propres investisseurs, et donc investissent sur nos projets. Et donc c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que à vos côtés, investisseurs particuliers investissent des professionnels de l'immobilier qui, tout comme vous, sélectionnent, ont l'habitude et sont des experts. Donc le fait aujourd'hui que nos collectes en fait et de plus en plus soient recommandées par de plus en plus de conseillers en gestion de patrimoine est aujourd'hui une bonne chose en fait pour nos activités de crowdfunding. Voilà. Et donc je vais avancer vite parce qu'après je sais que Jean-Marc et Louis ont beaucoup de choses à dire. Je me réjouis aussi de constater qu'on a une culture financière et économique de plus en plus forte en France. On le sait, il y a eu de très nombreux plans d'éducation des Français, et aujourd'hui le fait de proposer des projets de plus en plus complexes en immobilier ou en transition énergétique, en santé, en fait il y a un fort attrait en fait dans le crowdfunding, et voilà, c'est aussi lié au fait que maintenant l'acte d'épargne, moi je l'appelle comme ça en fait, est devenu un acte de consommation engagé et utile, c'est-à-dire que avec votre épargne vous pouvez reprendre en fait le pouvoir aussi sur dans vos investissements, et donc choisir les projets dans lesquels vous souhaitez investir. Voilà, je vois qu'il y a une question. Alors, taux de défaut dans le crowdfunding. Je laisserai Louis après y revenir. On ne parle pas de taux de défaut. Aujourd'hui, il n'y a pas d'énormes en fait, taux de défaut. Il va y en avoir sur toutes les plateformes, quelles qu'elles soient. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Quand on a des taux de rentabilité que l'on offre entre 8 et 12%, derrière, il y a forcément du risque. Un promoteur immobilier, c'est avant tout une PME, c'est avant tout une société, en fait. Et donc, la vie d'une société, c'est de la croissance, du développement. Et puis, il arrive qu'un pourcentage d'entre elles, évidemment, ne poursuivent pas en fait sa vie. Voilà, donc on est très précautionneux évidemment à la sélection. On a vraiment développé un service juridique assez très compétent en fait pour suivre justement tous les projets. Et aujourd'hui, on a beaucoup de ce qu'on appelle de risques de liquidité, c'est-à-dire qu'on a des prorogations, mais qui sont liées en fait au contexte économique et au contexte sanitaire que l'on a tous traversé ces dernières années. Mais en tout cas, on a
énormément professionnaliser nos processus en amont, et puis pendant, on active beaucoup plus les garanties, on met plus de sûreté, il y a plus d'hypothèques, on s'est professionnalisé en fait. Voilà. Juste avant de laisser, parce qu'on va passer sur donc Louis qui vient de parler de l'immobilier et Jean-Marc de la transition énergétique. On a juste une petite question concrètement, que faites-vous avec Caption? Ça peut être pas mal. Alors avec Caption, on audite leurs projets et en fait on les propose sur la plateforme, mais ils ne sont accessibles que depuis la plateforme Caption. Mais derrière, en fait, toute la mécanique, tout le montage des projets, on les fait à leur côté, on les fait avec eux. Et donc, ce sont nos produits, tout simplement, et les leurs, évidemment. Hein, ils les commercialisent, ils ont leur propre démarche de commercialisation. Mais on travaille main dans la main sur toutes les étapes, en fait, du financement. Et enfin, dernière question qui, je pense, vous concerne plus. Est-ce que vous allez prochainement lever des fonds pour vous-même, plateforme WeSeed, comme le fait Tudigo en ce moment? Ah, c'est une bonne question et qu'on se pose souvent. Rien n'est exclu. Je dis pas qu'on le fera jamais. Aujourd'hui, on est on est plutôt dans une démarche de structuration et de développement. Donc, je dis pas qu'on le fera jamais. Voilà. Merci. Merci Mathilde. Donc, on va maintenant passer à Louis, qui est notre directeur commercial immobilier. Donc, il va faire un gros focus immobilier. Il y a quelques questions auxquelles je pense que lui va répondre de toute façon. Et ensuite, on poursuivra avec Jean-Marc. Et on a gardé pour votre information 10 minutes à la fin pour une série de questions-réponses. Donc, voilà. Vous aurez l'occasion de creuser un petit peu plus. Donc, oui, c'est à toi. Merci. Donc, je vais vous faire un petit bilan de l'année écoulée, le bilan du crowdfunding immobilier donc, sur l'année 2022, qui en fait a à nouveau franchi des records, hein, comme tous les ans depuis que ça existe, on va dire, avec un volume levé qui maintenant est vraiment bien ancré dans le paysage du financement des professionnels de l'immobilier, hein, puisqu'on a dépassé symboliquement la barre du milliard d'euros levés collectés en 2022. Hein. On est à 1,3 milliard de fonds levés à destination du financement des professionnels de l'immobilier. Donc, c'est vraiment significatif. C'est un mode de financement qui fait aujourd'hui, on va dire, partie du paysage et qui est accepté à la fois par les opérateurs, les investisseurs et les partenaires financiers, les banques qui financent les opérations, qui progresse tous les ans, qui a évidemment beaucoup progressé depuis son lancement. Cette année, on est sur une progression qui est encore très significative. Hein, ça fait 30% de croissance par rapport à l'année dernière. Alors certes, c'est moins, on n'a pas fait x2 comme l'an passé, mais c'est normal. Le marché a trouvé un peu son rythme de croisière et se stabilise. Ça représente tout de même 1300 projets financés par l'ensemble des plateformes de crowdfunding immobilier. Nous, là-dedans, on a financé à peu près 10% de ces projets-là. On a fait 130 ou 130 projets chez WeSeed Immobilier l'année dernière. C'est suivi également par un fort volume de projets remboursés. C'est 560 projets remboursés l'année dernière, ce qui fait 440 millions d'euros de projets remboursés, ce qui représente à peu près un tiers du volume de nouveaux projets, ce qui est logique par rapport à la croissance du marché, et ce qui montre que jusqu'à cette année, vous aviez une question sur le taux de défaut en crowdfunding. Alors, je crois que c'était une question générale sur le crowdfunding, mais si on fait un focus sur le crowdfunding immobilier, le taux de défaut en crowdfunding immobilier aujourd'hui, il a été très faible de par en fait la période qu'on vient de connaître et la jeunesse aussi de l'industrie. Et on sait qu'il va se normaliser et qu'il y aura forcément des retards qui pourront donner lieu à ce qu'on appelle des défauts. Donc, c'est des projets qui pourraient ne pas être remboursés ou alors ne pas être remboursés en intégralité. Cela dit, en intégrant dans les statistiques actuelles les rares défauts qu'il y a eu sur le marché, on a un taux de rendement moyen sur l'année dernière qui était de 9,5%, donc qui reste une très belle performance dans le paysage des produits financiers
toujours dans un cadre de produits donc régulés par les autorités de marché et donc un contexte économique qui s'est, on le sait tous, dégradé au cours d'année. Malgré tout, on a réussi à signer une belle performance sur l'année 2022. C'est un état de fait qui nous emmène sur l'année 2023 qu'on a démarré depuis quelques semaines. En crowdfunding immobilier, on sait tous, enfin je veux dire d'une manière générale, qu'on sort d'une période qui a été extraordinaire, avec des croissances de marché sur les 7-8 dernières années très fortes, qui étaient liées à un contexte économique favorable. Aujourd'hui, on va rentrer dans une période d'incertitude. On est rentré dans une période d'incertitude l'année dernière, qui se poursuit cette année, liée au contexte macroéconomique général. La crise ne vient pas de l'immobilier. Par contre, l'immobilier va effectivement, probablement, il va y avoir des répercussions sur l'immobilier. Mais on sait tous que la crise est venue de la crise énergétique, de l'augmentation des coûts, de l'inflation et aujourd'hui de la hausse des taux. Néanmoins, les investisseurs sont toujours présents, les opérateurs le sont également. Il y a beaucoup de projets à financer sur le début de l'année 2023. Des projets de toute nature, à la fois des projets de promotion immobilière et des projets de marchand de biens, et dans une moindre mesure des projets de ce qu'on appelle d'aménagement foncier. Les volumes globaux sont à peu près répartis équitablement entre la promotion et le marchand de biens. On constate une montée en puissance de plus en plus forte du marchand de biens, et c'est de nature peut-être à être plus adapté au contexte qu'on connaît actuellement, puisqu'on va financer des opérations dans l'existant avec du coup un actif déjà présent au moment où on va investir, et qui donc soustrait le risque lié au coût des matières premières et à l'exécution du chantier. Donc, c'est des opérateurs qui sont de plus en plus consommateurs de crowdfunding et qu'on accompagne beaucoup chez WeSeed et d'une manière générale chez les autres plateformes. Donc, je vous le disais tout à l'heure, la crise qu'on connaît et qu'on commence à connaître, elle aura des répercussions sur le marché immobilier. Il y a toujours un temps de latence en immobilier, c'est des temps un peu plus longs. Donc, il y aura une probable stabilisation des prix sur l'année 2023. Tous les experts s'accordent à le dire. Les volumes de transactions vont certainement marquer le pas. Cela dit, après les années qu'on vient de connaître avec des taux de croissance des prix de 5, 6, 7, 8, 10% par an, il n'y a pas péril en la demeure, on va dire. Et les prix ont encore monté de 6% d'ailleurs en 2022. Donc, de manière globale, France entière. Et donc, dans ce contexte où on doit faire face donc, à toutes ces composantes et dont la plus nouvelle, ça va être l'inflation, des choses qu'on n'a jamais connues. Moi, en tant que professionnel, je n'ai jamais connu d'inflation. J'étais pas en activité quand ça existait. Je pense que personne l'a vraiment connu. Donc, c'est un nouveau facteur. Cela dit, dans l'immobilier, et notamment en ce qui nous concerne dans le crowdfunding immobilier, où on a des produits qui sont à fort rendement, ce qui fait que c'est un placement qui permet d'apporter quelque part une solution à cette inflation, puisque avec un rendement qui était de 9,5% en 2022, qui va croître en 2023, puisque on applique aussi une augmentation des taux sur les taux qu'on peut proposer sur les projets qu'on va financer. Ce qui fait que le crowdfunding, ça peut être une solution à l'inflation, et c'est aussi une façon de diversifier son épargne, puisque on est sur des tickets d'entrée qui sont tout à fait accessibles. Chez nous, c'est 100 € de ticket d'entrée d'investissement, ce qui permet en fait vraiment pour le coup, diversifier au maximum son horizon de placement, ce qui est plus jamais d'actualité et plus que jamais recommandé dans le cadre des réponses qu'on connaît. Alors, je vois qu'on a une question. Est-il prévu de développer l'axe real estate, à savoir permettre aux WeSeeders d'être propriétaires d'une part de biens immobiliers?
Ça, réglementairement parlant, nous aujourd'hui, on est distributeur en fait de produits financiers et la forme qu'on distribue, c'est des obligations, hein, ou ça peut être des obligations convertibles, mais on n'a pas la possibilité à ce jour de donner accès à la propriété. Hein. C'est un peu, c'est une forme d'investissement immobilier très concret, très dirigé vers un actif identifié, puisque quand on vous propose un projet, on investit directement sur ce projet, hein, à la différence d'autres types de produits tels que les SCPI que vous devez connaître, où là, il y a un peu plus de flou sur le contenu de l'investissement. Là, on sait sur quel actif on investit. Cela dit, on n'en est pas propriétaire, on en est simplement financeur. Et donc, ça me permet de rebondir sur la manière dont on articule et on essaye de maîtriser les risques, puisque quand on finance une opération, on met en place systématiquement des garanties liées à l'opération en tant que telle, avec des garanties qui peuvent être soit des hypothèques, des fiducies sur l'actif qu'on finance directement, et des garanties sur la structure qui porte l'opération, donc ce qu'on appelle des garanties corporate, hein, des garanties à première demande sur la structure de l'opérateur, sur sa maison mère, et aussi des garanties qui peuvent être personnelles, donc des cautions personnelles des dirigeants, qui sont des opérateurs structurés qui, la plupart du temps, ont déjà constitué un patrimoine assez significatif qui permet d'apporter une garantie supplémentaire à celle du projet, mais c'est quand même le projet que l'on finance qui doit être moteur et qui doit guider aussi vos choix d'investissement. Et par rapport à ça, on a donc une politique de risque et de sélection des dossiers qu'on renforce tous les ans, hein, avec l'expérience aussi qu'on accumule et le track record qu'on construit. Hein. Chez WICID, on a passé la barre des 400 millions d'euros de projets financés en immobilier. Et donc, le leitmotiv qu'on a toujours appliqué et qu'on renforce tous les ans, c'est de sélectionner les projets. Et pour cela, on bénéficie d'une équipe d'analystes financiers dont la plupart viennent du secteur bancaire. Hein, donc, c'est des gens qui sont aguerris, qui connaissent de l'intérieur les façons de fonctionner, les bilans des promoteurs et des marchands de biens, de manière à avoir une expertise en interne pour auditer les projets et vraiment les sélectionner. Et dans le contexte qu'on connaît, c'est d'autant plus important de pouvoir valider les prix de sortie, de se donner de la marge en fait sur justement cette analyse en stressant un peu les niveaux de prix pour voir si la marge prévisionnelle de l'opération permet d'encaisser en fait une baisse de prix, hein, tout simplement. Et de même au niveau des travaux, on va aller de plus en plus vers des opérations sécurisées au niveau du coût travaux, avec des marchés travaux signés, des devis validés et des réserves d'imprévus dans les bilans qui sont de nature à rassurer sur la solidité du bilan prévisionnel de l'opération, qui est la meilleure en fait garantie de remboursement à son terme. Donc, je vais faire un petit tour sur les questions. Élodie, n'hésite pas à m'interrompre si tu vois qu'il y a des questions précises, parce que je ne les vois pas forcément s'afficher. Donc, voilà, c'est vraiment cette année, et comme les années d'avant, hein, on se centre sur la sélection et l'analyse des projets. On sait que le ralentissement économique qu'on est en train de vivre, il va avoir des impacts et il pourra engendrer une hausse des retards sur le marché du crowdfunding immobilier. On essaie de contrebalancer ça par l'augmentation des taux, alors à la fois sur les projets futurs, mais aussi sur les projets actuels, hein, qui pourraient faire l'objet de prorogation, où on va maintenant appliquer de manière quasi systématique des hausses de taux en cas de prorogation au-delà de la durée contractuelle prévue, et aussi avec la mise en place de garanties supplémentaires pour vraiment asseoir du mieux qu'on le peut le risque. Garanties complémentaires, ça peut être des garanties sur la vente, hein, de l'eau de l'opération qui n'était pas forcément prévue au départ, et qui sont mis en place pour que à chaque vente supplémentaire, notre financement soit remboursé directement par les flux liés à l'opération. Donc, c'est les mécanismes qui sont en place chez nous, qui sont en place
aussi chez nos concurrents et qui font qu'aujourd'hui, on a un taux de défaut qui est relativement faible sur le marché. Mais voilà, nous, notre devoir, c'est aussi de vous expliquer que ce taux de défaut, il est par nature faible puisque l'industrie est encore jeune, mais la tendance, c'est qu'il sera existant, il va se normaliser. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les banques actuellement qui financent les opérateurs immobiliers, la moyenne communiquée par la Banque de France de défaut, tout secteur confondu et tout type de banque confondu, on est entre 1 et 2% de taux de défaut normalisé. Ouais, donc oui, je t'interromps. Du coup, je pense que je viens de répondre à une question qui était dans Louis ne répond pas au taux de défaut en nombre de projets. En nombre de projets, ouais. Aujourd'hui sur le marché, il y a eu un seul opérateur en défaut qui avait 3 ou 4 projets. C'est le seul défaut constaté à ce jour dans le crowdfunding immobilier. Donc, je te laisse poursuivre. Il y a quelques questions sur l'immobilier. Je te laisse poursuivre et on balayera les questions. Je vais arriver à ma conclusion. Donc, c'est le fait de dire qu'en fait, de toute crise naissent des opportunités. Et on sait que là, nos opérateurs immobiliers vont pouvoir bénéficier peut-être de coups d'opportunité. Ils vont pouvoir saisir en fait des actifs à meilleur prix et bien négocier leur prix d'achat, ce qui est la meilleure garantie en fait de succès d'une opération. On dit souvent que la marge de l'opération, elle se fait à l'achat et pas à la vente. Donc là, on sait qu'on a des opérateurs dont c'est le métier qui vont pouvoir saisir ces opportunités-là. On sait aussi que la pénurie de logements neufs, donc ça concerne les promoteurs, elle s'est renforcée, elle va encore se renforcer avec le décalage de lancement de nouveaux projets liés justement à l'augmentation des coûts de matières premières, les rythmes de pré-commercialisation qui sont plus lents. On sait que là, il y a des projets qui se décalent, mais du coup, qui renforcent en fait ce phénomène de pénurie de logement, ce qui fait que l'offre finalement, face à une demande qui, certes, peut-être marquer le pas, mais qui structurellement en France, on sait que l'offre de logements neufs est déficitaire. Donc, ça va se renforcer. Et enfin, et ça, c'est un moyen de faire la transition aussi avec les sujets de Jean-Marc, on a un fort besoin pour la rénovation énergétique des bâtiments. On sait que c'est un sujet d'avenir et un vrai vivier en fait de projets à financer et à accompagner. Et notre ADN chez WICID quand même, c'est d'accompagner la transition énergétique. Donc on va avoir beaucoup de projets à vous présenter dans les mois et dans les années à venir sur ces thématiques-là, qui sont en tant que facteurs qui militent en faveur de la résilience en fait du marché immobilier en général. Je pense que j'ai répondu aux questions. On a une dernière, enfin on en a un petit peu plus, mais qu'appelez-vous taux de défaut exactement avant d'avoir tenté toutes les démarches juridiques de saisie pour récupérer un maximum de fonds ou après avoir tout tenté? Alors, taux de défaut, c'est après avoir tout tenté et c'est en fait constaté. C'est-à-dire, là, le défaut dont je vous parle, c'est une liquidation judiciaire. L'entreprise n'existe plus. Les fonds recouvrés, qu'on a pu recouvrer, ont été recouverts. Et le reste, c'est vraiment ce qu'on appelle en défaut. C'est des fonds qui sont perdus. Ok, merci. En immobilier, visitez-vous les projets afin de juger la réalité de celui-ci? Alors nous, chez WICID, on a pris le parti effectivement d'avoir des implantations régionales, locales. Le siège est à Toulouse. Moi, par exemple, je suis à Lyon pour le développement de toute la région Rhône-Alpes. J'ai des développeurs à Paris, dans le sud, dans l'ouest, dans l'est, qui en fait sont implantés au plus près des territoires et des acteurs pour d'une part en fait connaître on va dire les réputations et le réseau local de chaque opérateur en fait. Et effectivement, on appelle l'honorabilité. Voilà, on s'efforce de visiter les actifs quand c'est des actifs visitables. J'entends par là, si c'est un foncier à construire, il n'y a pas grand-chose à visiter, bien sûr. Par contre, si c'est un immeuble à rénover, à réhabiliter entièrement dans le centre-ville de Lyon, par exemple, on va les visiter systématiquement, oui, tout à fait. Ok, s'il y a d'autres questions sur l'immobilier, vous pouvez en profiter. On se gardera 5-10 minutes à la fin de toute façon. Mais sinon, j'ai essayé de répondre dans toutes les questions posées. Du coup, on va passer à la transition.
énergétique. Et du coup, on a scindé le sujet en deux, en démarrant d'abord par biotech santé et ensuite un focus transition. Eh bien, merci Louis de m'avoir fait effectivement une belle transition avec la rénovation énergétique immobilière. Tu devrais faire de la télévision. Donc, je vais vous présenter, comme l'a dit Élodie. D'abord, je vais commencer par le crowdfunding dans le domaine de la santé, et puis après, je ferai un point sur le crowdfunding lié à la transition écologique. Alors, dans le domaine de la santé, le secteur sur lequel le volume collecté est le plus important, c'est le secteur des produits cosmétiques et du bien-être, en fait. Là, qu'on soit dans le financement participatif en dons, en dette ou en equity, c'est là que les volumes collectés sont les plus importants. On a des projets là sur WeSeed comme le projet PommPart que vous pouvez regarder, qui est exactement dans ce secteur d'activité. Dans un domaine plus techno, plus intensif en innovation, que sont les biotech et ce qu'on appelle les medtech. Désolé pour les anglicismes. Donc les medtech, c'est plutôt les dispositifs médicaux. Donc c'est des domaines qui sont moins adressés par les plateformes de financement participatif. Il y a moins de plateformes dessus. Et WeSeed est certainement la première plateforme sur ces deux secteurs, avec, à noter, 2023, très certainement, une dynamique qui va vraiment se renforcer avec un beau partenariat sur lequel on communiquera d'ici peu, avec un des tout premiers accélérateurs dans le domaine des startups de la santé, notamment biotech, medtech et e-santé. Alors, le financement des startups de la santé, c'est un marché qui est profond en termes de promesses de valeur pour l'investisseur, même s'il est encore peu adressé. Pour preuve, 2021, ce sont seulement 12 millions d'euros qui ont été levés dans le secteur. Ici, on fait un gros tiers. Mais 2022, la croissance a été un peu plus importante. 2023, elle le sera aussi fortement, notamment sur des activités qui sont en lien avec la e-santé ou dans le domaine des nanotechnologies. Juste peut-être un petit conseil pour les investisseurs ou les futurs investisseurs dans ce secteur-là, qui est un secteur qui est disons assez complexe. C'est bien de vérifier quand même que les plateformes ont des compétences internes pour auditer en détail les dossiers, et donc de bien trier des dossiers qui sont, alors, pas forcément mauvais ou bons, mais en tout cas trop jeunes, parce qu'on a des cycles de vie de projets santé qui sont souvent assez longs, avec des projets qui mettent à peu près 8 ans en moyenne, partant des essais précliniques pour ensuite sortir la prestation ou le produit sur le marché. Voilà un petit tour dans le domaine du financement participatif sur la santé. Alors, dans le domaine de ce qu'on appelle la transition écologique, c'est une dénomination, un terme un peu plus large que ce terme bien connu de transition énergétique. Parce que la transition énergétique, on est focus sur la production d'énergie renouvelable, le ENR, c'est-à-dire le photovoltaïque, l'éolien, la biomasse, tous les dispositifs de stockage et d'optimisation, notamment digitale. Donc, la transition écologique sur laquelle on se positionne, notamment à WeSeed Transition, c'est donc non seulement la transition énergétique, mais aussi la mobilité décarbonée, donc la mobilité électrique, la mobilité très souvent citée et assez courue, qui est la mobilité, en tout cas toutes les innovations liées à l'hydrogène, qu'on soit directement en production d'énergie ou en stockage par ce vecteur.
Donc la mobilité, la transition écologique, c'est aussi les circuits courts, c'est la bioéconomie comme un projet Eranova qu'on a sur la plateforme. C'est l'efficacité énergétique, la protection de la biodiversité qu'on oublie bien souvent et qui est un super beau thème de financement. Et aussi des projets un petit peu comme des projets de clean tech avec, là vous avez Liquid qui va chercher à réduire fortement une plaie pour nos réseaux qui sont les fuites d'eau sur les réseaux d'eau potable. 2021, la transition écologique, le financement participatif, c'est d'abord du financement en dette, c'est à peu près les 2/3 des plateformes et des investissements ont été réalisés en dette. Un petit tiers, donc 2/3 en dette, un tout petit tiers en capital et 10 millions d'euros à peu près en dons. Dans le baromètre Green Univers, on indique 2021 185 millions d'euros levés dans ce domaine, dont, alors ça c'est une particularité, une grosse présence donc en dette liée à la transition énergétique, c'est-à-dire 70% du financement a été réalisé pour des centrales photovoltaïques. Voilà la locomotive, on va dire, du financement participatif sur la transition énergétique. 2022, on sera probablement, le baromètre n'est pas encore sorti, mais à plus de 300 millions d'euros. Donc, on a un taux de croissance qui est très fort dans la transition écologique, plus de 70% de croissance annuelle des volumes collectés. En rappelant que 2016, on était parti à 11 millions d'euros. Donc, on sera plus de 300 millions d'euros 2022, donc 6-7 ans plus tard, après un début. La plupart des plateformes sont nées autour de 2014-2015. Alors, ce qu'on peut noter comme évolution dans ce domaine de la transition écologique, c'est des financements qui ne sont plus seulement des financements de projets, infrastructures, mais les plateformes, de plus en plus, vont lever des fonds pour le corporate ou pour des holdings intermédiaires, avec des montages qui vont chercher entre 1 million et 3 millions d'euros. D'ailleurs, ces financements hors projet, aujourd'hui, en 2022, ont été les premiers financements en volume dans la transition énergétique. Donc, on commence à retrouver des modèles en fait avec des montants financés, des volumes financés qui ressemblent au financement des crowdfunding immobiliers. Donc, les taux servis dans le secteur sont montés, comme un petit peu partout. On a au moins un point, 1,5 points. On a des taux qui sont autour de 7%, 7,5% sur toutes les plateformes, sur des échéances obligataires à 3 ans, avec notablement aussi une augmentation assez forte des crises de sûreté. Ça, c'est certainement lié à des doutes qui ont eu lieu donc, en 2022 sur des appros, en fait. Des appros sur le matériel, notamment électronique, en fait. Je vous dirais d'autres qu'aujourd'hui, voilà, les plateformes, donc les pure players ENR arrivent à challenger les débuts de financement des fonds infra parce que elles arrivent à financer des montants, je vous disais, entre 2 et 3 millions d'euros, mais aussi avec des rapidités de mise en place qui sont assez importantes. Une dernière caractéristique du monde du crowdfunding que je voulais partager avec vous, c'est l'évolution de toutes les plateformes vers des rachats, souvent à 100% par des réseaux bancaires ou des fonds qui viennent majoritaires. Donc pour le moment, on a quasiment plus de plateformes comme WeSeed qui sont indépendantes de ces réseaux-là. Voilà, le petit tour d'horizon. Merci Jean-Marc. Tu peux bien me confirmer que le petit compteur qui apparaît, c'était un compteur de temps de parole. D'accord. On va pas avoir le webinaire qui va s'éteindre soudainement. C'est toi qui l'as mis, Jean-Marc?
Je ne savais pas. Ouais, j'avais un compteur et tout le monde l'a vu. Parfait, magnifique. C'est ça. Plutôt que de regarder on espère que c'est ça, sinon il nous reste moins de 20 secondes. On a quelques questions sur le sujet, donc en rapport avec la transition énergétique. Est-ce que vous pensez pouvoir accueillir des projets dans les Outre-mer, en Nouvelle-Calédonie en particulier, mais sachant que les Calédoniens qui peuvent investir peuvent avoir leur résidence fiscale en Nouvelle-Calédonie et non en métropole? Oui, c'est des sujets qui nous intéressent. On l'a fait déjà, notamment sur des projets de production d'électricité photovoltaïque sur des zones non interconnectées, c'est-à-dire que voilà, c'est des centrales photovoltaïques qui produisent, qui injectent de l'électricité auprès d'industriels, par exemple, ou de collectivités. Donc, on l'a fait. Les projets sont moins nombreux que les projets en métropole. Mais on l'a déjà fait, notamment aux côtés de EDF pour une centrale photovoltaïque. Ok. Je vois que Mathilde répond à toutes les questions. Vitesse de l'éclair. Du coup, niveau question sur la transition énergétique, je pense que je balaye les questions qu'on a eues tout à l'heure. Je pense qu'on a fait le tour. C'est le moment, si vous avez des questions, c'est le moment d'y aller. Il y en avait une qui démarrait au début du webinaire. Les tarifs de WeSeed transition surtout ont évolué à la hausse et diminuent fortement. L'avantage concurrentiel de WeSeed. Donc, question sur le sujet. Sur les tarifs, je n'ai pas lu la question. C'est question de Philippe, c'était au début de ce webinaire. Donc, l'évolution des... Il n'y a pas de différence en fait sur les frais investisseurs entre transition et immobilier. Ils sont... en tout cas sur les 0,9, il y a des systèmes un peu différents sur les investissements en start-up parce qu'ils sont intégrés, c'est ça. En revanche, sur l'immobilier, c'est toujours les 0,9. On sait que c'est un sujet. C'est à la fois aussi un gage pour nous comment dire, le fait que l'on soit entreprise d'investissement et prestataire de services d'investissement aujourd'hui amène énormément de contraintes, forcément vis-à-vis du régulateur. On a des équipes qui sont très structurées. On n'est plus une jeune start-up en fait. On est une entreprise de 40 personnes. Donc on a énormément de diligence à faire. On a beaucoup de rigueur. On fait venir aussi des experts pour intervenir sur les dossiers. Tout ça, évidemment, en fait, c'est pour vous offrir une meilleure qualité de service. On vous offre, on fait des reportings, on essaye, en tout cas, on travaille avec les dirigeants, en fait, pour vous offrir le maximum d'informations tous les 3 mois. Sachez que on a quand même plus de 600 dossiers à suivre en permanence. Et donc, ces frais, ils sont amenés à couvrir, en fait, tout ça, toute cette qualité. Mais je reconnais que c'est un sujet sur lequel nous avons déjà commencé à nous pencher, puisqu'aujourd'hui, toutes les souscriptions en fait, supérieures à 10 000 € ne sont plus soumises à frais. Et il est fortement probable que nous les diminuions dans les prochains mois. En tout cas, ça fera partie des annonces que l'on fera dans les prochaines semaines et prochains mois. Ouais. C'est un vrai sujet de discussion sur WeSeed et un sujet qu'on prend vraiment à cœur. Et tu réponds aussi à la question de Christophe qui a sur le sujet. Je vais peut-être répondre à une question de Eva. Quel est le TRI moyen de vos investissements en transition? Là, en vous disant qu'on a 2 types d'investissements obligataires. Donc, on est en taux d'intérêt. Les taux d'intérêt moyens obligataires sont autour de 8% aujourd'hui. En obligations convertibles, on a des projets qui sont aujourd'hui en collecte à 9,5% de taux d'intérêt sur des échéances entre 2 et 3 ans. Et en TRI, donc plutôt projet action, là, ça va dépendre de la qualité des sorties. Moi, je vais plutôt vous parler en multiples. Donc, si vous aviez investi 100,
sur les projets 2022 qui sont sortis. Donc, on a eu des sorties positives intéressantes. Les sorties ont permis un multiple entre 1,5 et 6 sur les sorties actions qui ont eu lieu en 2022. Philippe, sur comment est-ce que l'on va, seule plateforme indépendante des banques, vous avez raison, va continuer à se démarquer. Je crois que ce qui fait la richesse de WICID, au-delà évidemment de ses équipes, c'est la confiance que vous nous portez, et c'est pas de la langue de bois. C'est-à-dire que je persiste à penser qu'il ne faut pas que l'on soit dans une croissance démesurée. Moi, je préfère une croissance maîtrisée, c'est-à-dire que je préfère plutôt que de vous dire on va lever 500 millions d'euros de projets l'année dernière, je crois qu'on diminuerait la qualité. Moi, je ne crois pas qu'on puisse faire une activité de volume. Je pense que c'est dans la sélection et dans la rigueur en fait que nous portons aussi au suivi des dossiers que vous nous attendez. Et donc, je préfère ne pas partir dans une course à l'échalote et mettre en danger aussi. Moi, ma vision, c'est plutôt que WICID soit toujours là dans 5 ou 10 ans pour vous offrir des projets de qualité et que vous ayez surtout confiance en nous et que cette confiance, elle ne s'érode pas. Je vois que vous dites que des autres plateformes offrent la même qualité. À la différence, c'est que WICID existe depuis 15 ans et que la qualité, en fait, ça se mesure sur les années. Donc, et sur de très longues années. Et donc, j'espère, parce que pour toute l'industrie du crowdfunding aujourd'hui, qu'il n'y aura évidemment pas de taux de défaut et pas d'augmentation de ces taux de défaut, mais juste, il faut regarder en nombre de projets, en nombre de projets remboursés, en montant remboursé et sur la longévité. Voilà, moi, je préfère regarder dans le temps. Voilà. Et donc, je pense que la vraie qualité des projets, on la verra dans 5 ou 10 ans. Voilà. Ensuite, on peut aussi rajouter peut-être, Mathilde, outre la qualité des projets, aussi la force de la communauté WICID, qui non seulement est ancienne et fidèle, mais aussi la part des pros versus B2C dans l'investissement. Notre communauté, elle, c'est quand même une communauté très forte. C'est une plateforme qui est un peu unique en ce sens, justement. Donc, ça à prendre en compte dans la rapidité de lever des collectes, l'accès à l'investissement pour le plus grand nombre, justement, joue dans... Tout à fait. La rupture dont vous parlez, elle est sur la diversité. On a la chance d'exercer plusieurs métiers quand on fait à la fois de l'investissement dans des startups, dans différents secteurs d'activité. On distribue des parts de fonds. Vous le voyez, on fait des partenariats stratégiques aujourd'hui avec des acteurs du financement de premier plan tels que Caption et tels que Blast, et on en est vraiment très fiers. On a évidemment, on se développe énormément sur l'immobilier. On réfléchit sur la tokenisation et sur l'investissement locatif. On réfléchit, plus que réfléchir d'ailleurs, sur le second marché, parce qu'on est convaincu qu'offrir de la liquidité demain, c'est ce qui va vous permettre de renforcer en fait cette confiance, parce que vous saurez que vous pouvez sortir et exercer de la liquidité en fait sur vos investissements. Voilà, il y a beaucoup de chantiers qui sont en cours. On est beaucoup, on est 40 et à la fois on est peu, et donc on avance, mais on avance doucement mais sûrement. Et je suis persuadée qu'on a de belles annonces à vous faire dans les prochaines semaines et prochains mois. Voilà, pour l'instant, je reste très floue, mais on va aussi lancer un FCPR. On est en train de se poser la question du régime pilote européen pour pouvoir aller innover aussi sur tout ce qui est blockchain, crypto, et on a des experts en fait qui nous accompagnent sur ces sujets-là. Donc voilà, on va rester leader par l'innovation. On y croit, c'est ancré dans notre ADN profondément. On a un esprit entrepreneurial, mais on sera dans une croissance maîtrisée. Et surtout, c'est ce qui est le plus important. Voilà, c'est votre confiance. Il nous reste une petite minute. On peut évidemment déborder s'il y a un afflux de questions. Sinon, vous pouvez nous contacter si vous souhaitez poursuivre la conversation. Je vois des gens qui sont en train de taper. On peut peut-être aussi dire qu'on a quelques projets en collecte en ce moment et on peut vous inviter à aller les consulter. Tout à fait. On a 6 projets en immobilier en collecte cette semaine. Il y en a qui sont tout à fait dans la tendance du moment, à savoir des projets de rénovation qui permettent
remettre des immeubles qui étaient des passoires thermiques aux dernières normes en fait, énergétiques. Donc, vous pouvez, on vous invite à aller faire un tour sur notre site également. Tout à fait. Et on va vous ajouter le lien là tout de suite. Donc, si vous allez découvrir ou redécouvrir nos projets en financement, vous pouvez simplement cliquer sur ce bouton ici. Donc là, vous allez atterrir sur la page de tous nos projets que vous pouvez ensuite filtrer de façon qui se veut, en tout cas assez intuitive par secteur. Donc voilà, je vous laisse cliquer sur ce petit lien. Je vais le laisser visible jusqu'à la fin du webinaire. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Si vous souhaitez également qu'on poursuive ce format de webinaire, c'était un peu un test pour nous aussi. On espère que vous l'avez trouvé assez interactif. L'idée, c'est de pouvoir échanger. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des petites réactions. N'hésitez pas à nous solliciter. Vous avez nos contacts via notre service client ou alors communication@wicid.com. On recueillera également tous vos retours. Ce webinaire sera accessible en replay. Et on l'enverra lors de notre prochaine newsletter, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Voilà. Un webinaire semestriel serait parfait, oui. On réfléchit sérieusement à ça, mais à d'autres formats aussi. Donc, top, merci beaucoup. Merci à tous et très bon après-midi et fin de semaine. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.